Merci beaucoup d'être au rendez-vous, ce troisième rendez-vous d'un cycle de rencontres-débats avec les administrateurs d'ISM. Je remercie et dont nous sommes particulièrement fiers pour leur engagement, leur disponibilité, leur appui à notre association dans un contexte difficile à plein d'égards, comme Jean-Jacques est ici présent, animateur de notre soirée, viendra sans doute à l'évoquer. Le titre de la conférence qu'il anime aujourd'hui, les contours d'un engagement pour une autre politique d'immigration, si on veut dire, tout est quasiment posé dans le titre. Oui, aujourd'hui, il faut être engagé devant tout ce que nous voyons. Il y a dans ce pays un certain nombre de forces euh, sociales, syndicales, politiques, intellectuelles, travailleurs sociaux sur le terrain, des associations qui, tous les jours, font de leur mieux pour qu'une autre politique d'immigration, oh là, je vous prie de m'excuser, soit non seulement possible, mais praticable. Une politique d'immigration qui soit en harmonie et en fidélité à la tradition de la France et aux valeurs de la France, d'accueil, d'accès aux droits, le respect de tous, le respect de chacun dans sa singularité, mais pour faire de tous un ensemble collectif, la France, qui a du sens et qui donne un cadre collectif de la citoyenneté et de la fraternité. Voilà, donc ce soir, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir pour cette conférence un de nos éminents administrateurs, Jean-Jacques Lambert, qui va se présenter mieux que moi, hein, et qui a une expérience de terrain et d'engagement extrêmement significative. Cher Jean-Jacques, je te cède la parole. Merci beaucoup pour ton introduction, Aziz. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous rejoindre pour cette conférence donc, sur les contours d'un engagement pour une autre politique d'immigration. En quelques mots pour me présenter, je suis donc Jean-Jacques Lambert. Je suis un jeune retraité. Je suis retraité depuis 1 an. J'ai 65 ans. Professionnellement, j'ai été directeur du pôle contrôle de gestion des activités de retraite complémentaires du groupe de protection sociale Malakoff Humanisme, mais c'est évidemment pas à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Je vais me livrer à un exercice qui est inhabituel pour moi. Dans mes activités militantes, j'ai plutôt l'occasion de présenter des grands témoins et je leur laisse la parole. Et je suis plus habitué à présenter des chiffres, des tableaux, des comptes d'exploitation et des bilans que une conférence comme celle qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui. Je le fais au titre d'un militant sur ces questions-là depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, j'ai cette seule légitimité d'avoir regardé l'évolution des lois, l'évolution de la société autour de ces questions-là depuis longtemps. Je ne suis pas un universitaire ou un chercheur sur la question, donc je vais vous livrer ma vision des choses, une vision construite donc au fil de ces 30 ans de militantisme. J'engage évidemment pas la parole d'ISM ou des associations dont je fais partie. J'engage seulement ma parole à moi, mon constat à moi, et puis on pourra après la présentation bien évidemment en débattre largement. Je peux vous dire en finale de cette courte présentation, je suis très heureux d'avoir rejoint ISM en tant qu'administrateur et essayer de participer à mon humble place à l'essor, la vie de cette grande, noble association. Alors, ce que je vous propose dans le plan de présentation, de vous dire peut-être un peu pourquoi je me suis senti appelé à cet engagement sur ces questions de migrants, de migration et d'exil. Ensuite, dresser un certain nombre de constats que j'ai pu faire avec d'autres camarades sur voilà, l'évolution de la société, des lois, de la vision des citoyens autour de ces différentes questions de migration.
vous proposer les différentes voies de la réflexion qui sont les miennes aujourd'hui dans un certain nombre d'associations et présenter quelles réponses on peut trouver, me semble-t-il, dans le militantisme ou dans l'action sociale telle que vous pouvez la faire au sein d'ISM. Alors, les chemins d'un engagement, sans doute, les engagements militants qu'on peut avoir trouvent des sources psychologiques dans l'enfance, mais je ne vais pas me livrer ici à une thérapie pour savoir quels ressorts ont été activés. Simplement vous dire que l'engagement, il est d'abord né d'une conscience d'un déséquilibre économique nord-sud. Dès que j'ai été étudiant, je me suis engagé avec une association qui était en lien avec ce petit pays de l'Afrique de l'Est qu'est le Burundi pour financer une école. Et puis, ça m'a conduit au moment où existait encore alors l'objection de conscience à choisir, plutôt que faire mon service militaire, à m'engager pendant 2 ans dans une association. Et c'est ce que j'ai fait à Artisans du Monde, puis ensuite un engagement au CCFD. Pourquoi je passe par ce détour-là? Parce que certainement, la question de savoir comment sont accueillis aujourd'hui et hier les migrants et les exilés en France a trouvé une résonance avec cette activité qu'on disait tiers-mondiste à l'époque. Parce que il me semble que ce déséquilibre économique peut être une des sources d'émigration, et surtout parce que ça m'a donné l'occasion de me rendre à plusieurs reprises dans des pays d'Afrique et d'Asie et d'y constater un sens de l'accueil qui me semblait dénoter avec celui qu'on réserve aujourd'hui aux exilés en France. Et puis sur l'exil en particulier, un événement m'a marqué profondément. Pour les plus anciens, c'est l'occupation de l'église Saint-Bernard par des sans-papiers, qui s'est dénouée le 23 août 1996 par l'intervention de CRS, qui, à coups de hache, ont ouvert une église et ont expulsé avec une grande violence les sans-papiers qui l'occupaient. J'ai remis la une de Libération qui m'a beaucoup marqué à l'époque, puisque le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Louis Depré, pour ne pas le nommer, a prétendu que tout cela avait été fait avec humanité et cœur. J'y reviendrai. Ça a été souvent ce qu'on a présenté dans les différentes lois sur les migrations, la proposition qu'on faisait cela avec humanité et cœur, malgré la fermeté des lois. J'ai surtout vu la fermeté dans les lois qui ont été votées plutôt que cette humanité, ce cœur. En tout cas, il me semble qu'il n'était aucunement présent au moment de cet événement. Alors, il m'a marqué pour plusieurs raisons. Un, comme beaucoup d'autres, j'étais allé sur place au moment de l'occupation. Deux, ça m'a marqué parce que de savoir que des églises étaient pour des personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne un lieu de refuge, d'asile, de protection, m'a profondément interrogé. Et puis il s'avère que je me suis lié d'amitié ensuite avec le curé de cette paroisse Saint-Bernard. Et donc il y a eu plusieurs résonances en moi. D'abord une résonance de citoyen qui s'est trouvé confronté à ces événements, une question morale et éthique sur ce qui était opéré à ce moment-là, et si vous me le permettez aussi, une question spirituelle, et je ferai peu de citations, je voudrais vous faire juste cette citation qui m'avait marqué, c'est « Si le migrant n'est pas ton frère, alors Dieu ne peut pas être ton père ». Voilà sur les différentes raisons de cet engagement. Alors, pendant ces 30 ans de militantisme, le constat qu'on peut dresser, ou en tout cas que je me permets de dresser devant vous, c'est que des idées reçues et fausses se diffusent de plus en plus dans la société. Il faut savoir que dans le domaine des fake news, très probablement sur le domaine de l'immigration, c'est là qu'on en trouve le plus. L'autre constat dressé, c'est que des lois sur l'immigration se sont empilées au fil des ans
on les balayera tout à l'heure ensemble, sans viser à l'exhaustivité, puisque chaque ministre de l'Intérieur quasiment a voulu pondre sa loi, pardon pour le terme pondre, et sans jamais, à l'issue de ces lois, en faire une étude d'impact. Autre constat, de nombreux chercheurs ont travaillé sur ces questions-là, des livres blancs innombrables ont été rédigés par des chercheurs sérieux, et tous ces rapports aujourd'hui semblent avoir été sans conséquence, notamment tous ceux qui ont eu trait aux questions de l'accueil, de l'interculturalité, du vivre ensemble. Pendant tout ce temps-là, je ne vous apprends rien, la progression de l'extrême droite et, en corollaire, la précarisation accrue des migrants. Alors, quand on le prend comme ça, effectivement, c'est un peu anxiogène et ça peut laisser les bras ballants en se disant que faire. Ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y a une résistance, des solidarités, des alternatives, des succès, des réussites. Et ce sera un des points sur lesquels je conclurai sans doute ma présentation. C'est qu'il me semble que nous avons à inventer ensemble d'autres récits que ceux que nous pouvons entendre aujourd'hui, proposer d'autres imaginaires. Et il me semble que en travaillant à ISM, vous avez aussi connaissance, vous êtes dépositaire de récits de réussite, d'intégration, et pouvez contribuer pleinement à créer peut-être d'autres imaginaires sur ces différentes questions-là. Alors, sur les idées reçues, je remercie au passage la CIMAD parce que cette présentation, je me suis inspiré beaucoup des différents documents qui ont été édités par la CIMAD. Parmi les idées reçues, le petit carré bleu central en réunit déjà un grand nombre. Donc, parmi les idées reçues, celle-là, de plus en plus de migrants. Alors, vous entendez comme moi dans les médias aussi utiliser des termes comme vague migratoire, invasion, déferlent vers les pays du Nord, et ceux qui arrivent, ce sont les plus pauvres et les moins instruits. Je pense que malheureusement, dans l'imaginaire de beaucoup des citoyens français, ces phrases font sens. Et pourtant, quand on dit de plus en plus de migrants, il convient de regarder plus précisément les chiffres. Ce qu'on constate, c'est qu'au cours des 3 décennies, l'augmentation en chiffres absolus a atteint 281 millions de personnes en 2020. Alors, c'est les chiffres les plus récents que j'ai trouvés, je vous en donnerai d'autres tout à l'heure. Et la part des migrants à l'international est restée relativement stable, puisqu'on est passé de 2,8 à 3,6% de la population mondiale, sachant qu'on établit aujourd'hui autour de 5% le nombre de personnes qui vivent dans un autre pays que celui dans lequel ils sont nés. Et autre constat qu'on doit dresser, c'est que 31% de ces personnes vivent en Europe. Donc la migration, de plus en plus de migrants, les chiffres sont très relatifs, il y en a plus, mais nous sommes bien loin des prétentions d'une vague migratoire ou d'un déferlement. L'autre idée reçue, c'est celle qu'il déferlerait vers les pays du Nord. En fait, il faut savoir, vous le savez sans doute, que le plus souvent la migration se fait soit à l'intérieur même du pays pour fuir les zones de guerre, mais très souvent dans les pays voisins, les Syriens en Turquie et au Liban, les Afghans au Pakistan et en Iran, les Soudanais et les Somaliens en Éthiopie. En 2020, on estimait à plus de 80% les personnes réfugiées qui sont accueillies dans des pays à bas revenus. Donc la migration, elle est plutôt sud-sud que sud-nord. Autre idée reçue, ce sont les plus pauvres. Il est établi que migrer coûte cher. Il faut financer non seulement le voyage, les papiers, malheureusement, les passeurs qui vivent de cette économie, si on peut la nommer comme telle. Et donc, pour migrer, il faut déjà avoir un certain niveau de revenu. Enfin, une autre des idées reçues sur cet exil, c'est que les migrants seraient les moins instruits. Il s'avère que, statistique de 2019, en France, on estime à 20% la population française diplômée, tandis que pour ce qui concerne les migrants, elle est de 35% et de 25%. Autre idée reçue, la France est plus accueillante que les autres pays. En 2019, mais je vais vous donner des chiffres un peu plus récents,
on avait 6 nouvelles entrées pour 1000 habitants au niveau de la France, quand ce taux était de 16 en Espagne, de 13 en Belgique, d'11 en Allemagne et de 10 au Royaume-Uni. Vous voyez, je vous donne quelques chiffres. Mon versant contrôleur de gestion ne peut pas s'empêcher de convoquer un certain nombre de statistiques. Et puis, la solution est de fermer les frontières et de construire les murs. Je ne vais pas vous lire tout ce qui est développé dans la partie un petit peu violette des accords qui ont été passés avec des pays tiers pour bloquer les frontières, mais ce qu'on peut constater globalement, c'est que ces frontières, ces murs n'arrêtent pas du tout les flux de migration. Elles rendent tout simplement le chemin de l'exil encore plus dangereux. Est-il besoin de citer le nombre de personnes migrantes qui ont péri en Méditerranée? Alors, je voudrais vous donner des chiffres un peu plus récents pour ce qui concerne la France. C'est des chiffres de l'INSEE. En 2024, on compte 8,8% d'étrangers sur notre territoire et en 2024, 7,7 millions d'immigrés vivent en France, soit 11,3% de la population totale. 33% d'entre eux ont acquis la nationalité française. Quelques autres chiffres, ils représentent 14,3% des 15-64 ans en 2024, c'est 23,6% en Allemagne, ou 22,7% en Espagne. Et puis, je vous encourage à regarder une étude de l'INED qui s'intitule Trajectoire et origine, qui essaye de voir comment l'hybridation peut se faire entre les personnes issues de l'exil et puis ceux établis en France depuis de nombreuses générations. Ils ont constaté à l'INED que 86% des descendants d'immigrés ont parlé français avec leurs parents pendant leur enfance. La pratique des langues des grands-parents immigrés dans la famille est faible. Ce qui prédomine, c'est la mixité et non pas l'entre-soi communautaire. Encore un dernier chiffre, si vous me le permettez, 63% des hommes descendants d'immigrés et 57% des femmes descendantes d'immigrés sont en couple avec un Français sur au moins 2 générations. Je vous encourage à lire ce rapport de l'INED qui est vraiment absolument passionnant sur ces différentes questions. Autre idée reçue, je resterai sur ces deux-là, on pourrait en mettre de nombreuses autres, mais une autre idée reçue, c'est que les migrants viennent profiter du modèle social français. Alors, j'ai pris l'exemple de ceux qui sont sans papier. Aujourd'hui, ils ne bénéficient de rien, si ce n'est 2 exceptions, l'aide médicale de l'État, et vous savez que certains la remettent profondément en cause, et puis, pour certaines jeunes, un accompagnement par l'aide sociale à l'enfance. Et enfin, principal argument qui est utilisé parfois, c'est que les migrants viendraient prendre les métiers des Français et coûteraient cher à notre économie. Alors ça, c'est répandu depuis le premier slogan de Jean-Marie Le Pen, 1 million d'immigrés égale 1 million de chômeurs en France. C'est une vision très malthusienne de l'économie. On sait bien qu'en économie, plus il y a de personnes, plus il y a de demandes en biens, en services. Et donc, les migrants contribuent à l'activité économique de la France, à la croissance de la France. Et au nom d'une association que je citerai tout à l'heure, on a fait venir plusieurs fois des économistes comme grands témoins, des économistes non particulièrement militants sur ces questions de migration et qui ont reconnu qu'à tout le moins, toutes les études tendent à montrer que la migration n'est pas un coût, mais plutôt un bénéfice en termes purement économiques. J'aurais pu en rajouter beaucoup de ces idées reçues, mais tout au long de ce parcours militant, ce souci d'essayer de déconstruire les idées reçues, de regarder avec un œil critique ce qui se répand, ce qui se dit, a été un travail important, et je pense que c'est essentiel de continuer à essayer de renverser ces différentes idées reçues pour proposer un autre discours, un autre dialogue qui est plus vrai, sachant qu'il est souvent très difficile de lutter contre ces idées reçues. On rentre très vite dans une bataille de chiffres
C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que peut-être la façon de déplacer le sujet n'est pas tant de lutter contre ces idées reçues que de présenter un autre récit, un autre imaginaire sur ces différentes questions. Dans cette activité militante, il y a eu aussi une activité de veille pour regarder comment les lois ont évolué. Alors, je n'ai pas repris depuis 1945, je ne vais pas vous infliger la litanie des lois depuis 1945. Disons que sur 30 ans, les 30 glorieuses, on a eu un recours massif à la main-d'œuvre étrangère et des lois qui étaient plutôt sur la base d'une régularisation a posteriori. Et puis, à partir de 1974 et jusqu'en 2026, on a vu la mise en place d'une politique de maîtrise des flux migratoires et, permettez-moi ce commentaire, vers toujours plus de fermeté. Alors, on ne va pas regarder ensemble l'ensemble des lois, mais peut-être les principales. Je vous l'ai dit, on a eu un empilement de lois assez ahurissant pendant toute cette période. J'ai commencé par celle promulguée en 1997, donc la loi Debré, qui portait différentes dispositions relatives à l'immigration, dont notamment déjà un dispositif d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, la rétention judiciaire et les pouvoirs de police judiciaire à proximité des frontières. Je ne sais pas si on peut dater de cette année-là ce dispositif de fermeté, mais en tout cas, avec la loi Debré, on voit très bien l'orientation qu'a pris le sujet au sein de l'Assemblée nationale et des lois qui ont été promulguées en France. Je vous parlerai des lois européennes, de la dernière qui a été promue au 1er juin 2026. J'aurais pu accompagner cette présentation des lois françaises par les dispositifs des lois européennes qui ont été globalement dans la même fermeté que celle qu'on a pu adopter sur le plan national. Alors en 1998, une loi Guigou relative à la nationalité, puis ensuite une loi Chevènement relative à l'entrée au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, avec par la loi la création de nouveaux titres de séjour valables 1 an qui facilitaient notamment les mariages mixtes et le regroupement familial. On en vient à novembre 2003, donc la loi dite loi Sarkozy, relative à la maîtrise de l'immigration au séjour des étrangers en France et à la nationalité, avec un durcissement de la loi assez profonde avec cette loi Sarkozy. Non seulement on a eu l'allongement de la durée de rétention des étrangers, mais aussi la création d'un fichier d'empreinte digitale des demandeurs de visa, un contrôle plus strict des attestations d'accueil, le renforcement du contrôle de certains mariages mixtes et un durcissement des conditions d'obtention des titres de séjour. En décembre 2023, une loi sur le droit d'asile, puis en juillet 2024, une loi relative aux conditions permettant l'expulsion des personnes visées à l'article 26. On en arrive en janvier 2005 à la création de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et d'immigration. Novembre 2006, une loi relative au contrôle de la validité des mariages. Vous voyez déjà une litanie de lois qui s'empilent les unes après les autres. 2007, loi dite la loi Hortefeux relative à la maîtrise de l'immigration, avec quelque chose qui n'a cessé de s'intensifier dans le niveau d'exigence sur le degré de connaissance de la langue française dans le pays où le visa est sollicité. On en arrive à la loi Éric Besson d'octobre et novembre 2009 et avec la proposition d'un grand débat, vous vous en souvenez peut-être, sur ce que serait l'identité nationale et qu'est-ce qu'être français et quel est l'apport de l'immigration à l'identité nationale. Ensuite, en 2011, transposition avec la loi Besson des directives européennes sur les conditions d'entrée et de séjour des immigrés pour un emploi hautement qualifié, les sanctions à l'encontre des employeurs sans papier et sur les conditions de retour des immigrés en situation irrégulière. Circulaire Valls,
28 novembre 2012, donc qui permettait une obtention de titre de séjour au titre de vie privée et familiale, soit salarié, soit travailleur temporaire. Je vais m'arrêter un petit peu sur cette loi circulaire Valls, parce qu'elle a été accueillie diversement. Je me souviens très bien à cette époque par un certain nombre d'associations, dont celle dont j'ai pu faire partie. Aujourd'hui, d'une certaine façon, quand la circulaire Retailleau a supprimé les acquis de la circulaire Valls, on s'est rendu compte que finalement, elle permettait malgré tout un certain nombre de régularisations et qu'on avait pu, que les migrants avaient pu, entre guillemets, en bénéficier. Je passe sur 2015, une loi relative à la réforme du droit d'asile et puis à la loi Cazeneuve relative aux droits des étrangers en France, où il y avait quand même pour objectif, pour souligner quand même quand les choses semblent aller vers quelque chose qui est peut-être moins rigoureux, où l'objet était de voir comment mieux accueillir et intégrer, comment rendre la France attractive aux talents étrangers et toujours quand même cette fermeté pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Septembre 2018, promulgation de la loi Collomb, et janvier 2024, on en arrive à cette fameuse loi Darmanin, présentée comme un équilibre entre une fermeté et un humanisme. J'avoue personnellement y avoir beaucoup plus de fermeté que d'humanisme, avec des mesures restreignant à la fois la délivrance des visas, renforçant le parcours d'intégration républicain pour les primo-arrivants, renforçant les exigences linguistiques et civiques pour l'accès à la carte de résident. Un contrat d'engagement à respecter sur les principes de la République, le CERPR, et puis donc en 2025, la loi de Bruno Retailleau, ou plus exactement la circulaire exceptionnelle, qui va venir abroger la circulaire Valls, qui va durcir les conditions d'obtention d'un titre de séjour, qui va assortir systématiquement le refus de séjour d'une OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, sachant qu'une OQTF non exécutée peut désormais justifier un refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire faisant suite à cette OQTF. Donc, une circulaire exceptionnelle, particulièrement sévère en termes d'immigration. Et enfin, j'en arrive à la dernière, elle est toute récente, puisqu'elle date du 1er juin. Le Parlement et la Commission européenne ont adopté un règlement qui va encore durcir la politique migratoire qui était contenue dans le pacte Asile et Migration, et que les États devront appliquer d'ici au 12 juin. Juste un exemple de ce que contient cette fameuse loi européenne. Elle établit la possibilité d'une expulsion d'un exilé, non pas vers son pays d'origine s'il refuse le visa de retour, mais vers un pays tiers en créant des plateformes de retour. Pardon, ça a été un peu long, mais ça me semblait intéressant et important de voir comment, pendant toutes ces périodes, la législation française a évolué, et comment, pendant tout ce temps, on n'en a jamais fait un bilan, une étude d'impact. Pendant tout ce temps, on a eu, comme je vous le disais, de nombreux chercheurs qui ont fait des études, qui ont documenté ces questions-là, sans avoir été écoutés, et avec, dans cette ambiance-là, un discours d'un certain nombre de partis politiques disant il ne faut pas laisser les questions d'immigration comme le seul fonds de commerce des partis d'extrême droite, et il faut savoir y répondre. Et en y répondant, on parviendra à assécher ou à capter les voix du Rassemblement national. Alors, on peut se demander si c'est une réussite. Pardon, je suis ironique en le disant de cette façon-là, mais il suffit de regarder les petites barres du tableau de droite pour voir que, à défaut d'avoir asséché les voix du Rassemblement national, il les a fait progresser, puisque d'un score de 17,8% au second tour de Jean-Marie Le Pen,
Sa fille a fait un score de 33,9% en 2017 et de 41,5% en 2022. Dernier élément de cette présentation un peu anxiogène sans doute, mais c'est une réalité à laquelle il faut faire face et qu'on a constaté, que vous constatez et qu'on a constaté dans le monde militant. Pendant tout ce temps-là, l'accumulation de ces lois s'est accompagnée bien évidemment de la précarité des migrants, avec des dysfonctionnements structurels qui font que le renouvellement des titres de séjour souvent sont très très longs quand ils parviennent et que certains se retrouvent plongés de ce fait dans l'irrégularité, dans des difficultés sociales, économiques, dans une impossibilité d'avoir accès au marché du travail ou alors avec la relégation dans l'économie informelle. Je vous ai mis sur la gauche, mais on ne va pas le parcourir, mais le rapport d'Amnesty International sur ces différentes questions. Évidemment, pendant toute cette veille, tous ces constats qui ont été dressés, les associations, les acteurs du domaine social se sont interrogés sur quelle autre voie aurait été possible, souhaitable, envisageable en termes de politique de l'accueil des migrants et des exilés en France. Dans une des associations dont je fais partie, on s'est interrogé sur la libre circulation avec d'abord des convictions. La première, c'est l'inanité et l'égoïsme des murs. Je pense que ce n'est pas nécessaire de commenter ce qu'il y a derrière. Ce qui prédomine, c'est la mixité et non pas l'entre-soi communautaire. Encore un dernier chiffre, si vous me le permettez, 63% des hommes descendants d'immigrés et 57% des femmes descendantes d'immigrés sont en couple avec un Français sur au moins 2 générations. Donc, je vous encourage à lire ce rapport de Vinette qui est vraiment absolument passionnant sur ces différentes questions. Autre idée reçue, je resterai sur ces deux-là, on pourrait en mettre de nombreuses autres, mais une autre idée reçue, c'est que les migrants viennent profiter du modèle social français. Alors, j'ai pris l'exemple de ceux qui sont sans papier. Aujourd'hui, ils ne bénéficient de rien, si ce n'est 2 exceptions, l'aide médicale de l'État, et vous savez que certains la remettent profondément en cause, et puis, pour certaines jeunes, un accompagnement par l'aide sociale à l'enfance. Et enfin, principal argument qui est utilisé parfois, c'est que les migrants viendraient prendre les métiers des Français et coûteraient cher à notre économie. Alors ça, c'est répandu depuis le premier slogan de Jean-Marie Le Pen, 1 million d'immigrés égale 1 million de chômeurs en France. C'est une vision très malthusienne de l'économie. On sait bien qu'en économie, plus il y a de personnes, plus il y a de demandes en biens, en services. Et donc, les migrants contribuent à l'activité économique de la France, à la croissance de la France. Et au nom d'une association que je citerai tout à l'heure, on a fait venir plusieurs fois des économistes comme grands témoins, des économistes non particulièrement militants sur ces questions de migration et qui ont reconnu qu'à tout le moins, toutes les études tendent à montrer que la migration n'est pas un coût, mais plutôt un bénéfice en termes purement économiques. J'aurais pu en rajouter beaucoup de ces idées reçues, mais tout au long de ce parcours militant, ce souci d'essayer de déconstruire les idées reçues, de regarder avec un œil critique ce qui se répand, ce qui se dit, a été un travail important et je pense que c'est essentiel de continuer à essayer de renverser ces différentes idées reçues pour proposer un autre discours, un autre dialogue qui est plus vrai, sachant qu'il est souvent très difficile de lutter contre ces idées reçues. On rentre très vite dans une bataille de chiffres. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que peut-être la façon de déplacer le sujet n'est pas tant de lutter contre ces idées reçues que de présenter un autre récit, un autre imaginaire sur ces différentes questions. Dans cette activité militante, il y a eu aussi une activité de veille
pour regarder comment les lois ont évolué. Alors, je n'ai pas repris depuis 1945, je ne vais pas vous infliger la litanie des lois depuis 1945. Disons que sur 30 ans, les 30 glorieuses, on a eu un recours massif à la main-d'œuvre étrangère et des lois qui étaient plutôt sur la base d'une régularisation a posteriori. Et puis, à partir de 1974 et jusqu'en 2026, on a vu la mise en place d'une politique de maîtrise des flux migratoires et, permettez-moi ce commentaire, vers toujours plus de fermeté. Alors, on ne va pas regarder ensemble l'ensemble des lois, mais peut-être les principales. Je vous l'ai dit, on a eu un empilement de lois assez ahurissant pendant toute cette période. J'ai commencé par celle promulguée en 1997, donc la loi Debré, qui portait différentes dispositions relatives à l'immigration, dont notamment déjà un dispositif d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, la rétention judiciaire et les pouvoirs de police judiciaire à proximité des frontières. Je ne sais pas si on peut dater de cette année-là ce dispositif de fermeté, mais en tout cas, avec la loi Debré, on voit très bien l'orientation qu'a pris le sujet au sein de l'Assemblée nationale et des lois qui ont été promulguées en France. Je vous parlerai des lois européennes, de la dernière qui a été promue au 1er juin 2026. J'aurais pu accompagner cette présentation des lois françaises par les dispositifs des lois européennes qui ont été globalement dans la même fermeté que celle qu'on a pu adopter sur le plan national. Alors en 98, une loi Guigou relative à la nationalité, puis ensuite une loi Chevènement relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, avec par la loi la création de nouveaux titres de séjour valables 1 an qui facilitaient notamment les mariages mixtes et le regroupement familial. On en vient à novembre 2003, donc la loi dite loi Sarkozy, relative à la maîtrise de l'immigration au séjour des étrangers en France et à la nationalité, avec un durcissement de la loi assez profonde avec cette loi Sarkozy. Non seulement on a eu l'allongement de la durée de rétention des étrangers, mais aussi la création d'un fichier d'empreinte digitale des demandeurs de visa, un contrôle plus strict des attestations d'accueil, le renforcement du contrôle de certains mariages mixtes et un durcissement des conditions d'obtention des titres de séjour. En décembre 2023, une loi sur le droit d'asile, puis en juillet 2024, une loi relative aux conditions permettant l'expulsion des personnes visées à l'article 26. On en arrive en janvier 2005 à la création de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et d'immigration. Novembre 2006, une loi relative au contrôle de la validité des mariages. Vous voyez déjà une litanie de lois qui s'empilent les unes après les autres. 2007, loi dite la loi Hortefeux relative à la maîtrise de l'immigration, avec quelque chose qui n'a cessé de s'intensifier dans le niveau d'exigence sur le degré de connaissance de la langue française dans le pays où le visa est sollicité. On en arrive à la loi Éric Besson d'octobre et novembre 2009 et avec la proposition d'un grand débat, vous vous en souvenez peut-être, sur ce que serait l'identité nationale et qu'est-ce qu'être français et quel est l'apport de l'immigration à l'identité nationale. Ensuite, en 2011, transposition avec la loi Besson des directives européennes sur les conditions d'entrée et de séjour des immigrés pour un emploi hautement qualifié, les sanctions à l'encontre des employeurs sans papier et sur les conditions de retour des immigrés en situation irrégulière. Circulaire Valls, 28 novembre 2012, donc qui permettait une obtention de titre de séjour au titre de vie privée et familiale, soit salarié, soit travailleur temporaire. Je vais m'arrêter un petit peu sur cette loi circulaire Valls, parce qu'elle a été accueillie diversement. Je me souviens très bien à cette époque par un certain nombre d'associations, dont celle dont j'ai pu faire partie,
Aujourd'hui, d'une certaine façon, quand la circulaire Retailleau a supprimé les acquis de la circulaire Valls, on s'est rendu compte que finalement, elle permettait malgré tout un certain nombre de régularisations et qu'on avait pu, que les migrants avaient pu, entre guillemets, en bénéficier. Je passe sur 2015, une loi relative à la réforme du droit d'asile et puis à la loi Cazeneuve relative aux droits des étrangers en France, où il y avait quand même pour objectif, pour souligner quand même quand les choses semblent aller vers quelque chose qui est peut-être moins rigoureux, où l'objet était de voir comment mieux accueillir et intégrer, comment rendre la France attractive aux talents étrangers et toujours quand même cette fermeté pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Septembre 2018, promulgation de la loi Collomb, et janvier 2024, on en arrive à cette fameuse loi Darmanin, présentée comme un équilibre entre une fermeté et un humanisme. J'avoue personnellement y avoir beaucoup plus de fermeté que d'humanisme, avec des mesures restreignant à la fois la délivrance des visas, renforçant le parcours d'intégration républicain pour les primo-arrivants, renforçant les exigences linguistiques et civiques pour l'accès à la carte de résident. Un contrat d'engagement à respecter sur les principes de la République, le CERPR, et puis donc en 2025, la loi de Bruno Retailleau, ou plus exactement la circulaire exceptionnelle, qui va venir abroger la circulaire Valls, qui va durcir les conditions d'obtention d'un titre de séjour, qui va assortir systématiquement le refus de séjour d'une OQTF, donc obligation de quitter le territoire français, sachant qu'une OQTF non exécutée peut désormais justifier un refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire faisant suite à cette OQTF. Donc, une circulaire exceptionnelle, particulièrement sévère en termes d'immigration. Et enfin, j'en arrive à la dernière, elle est toute récente, puisqu'elle date du 1er juin. Le Parlement et la Commission européenne ont adopté un règlement qui va encore durcir la politique migratoire qui était contenue dans le pacte Asile et Migration, et que les États devront appliquer d'ici au 12 juin. Juste un exemple de ce que contient cette fameuse loi européenne. Elle établit la possibilité d'une expulsion d'un exilé, non pas vers son pays d'origine s'il refuse le visa de retour, mais vers un pays tiers en créant des plateformes de retour. Pardon, ça a été un peu long, mais ça me semblait intéressant et important de voir comment, pendant toutes ces périodes, la législation française a évolué, et comment, pendant tout ce temps, on n'en a jamais fait un bilan, une étude d'impact. Pendant tout ce temps, on a eu, comme je vous le disais, de nombreux chercheurs qui ont fait des études, qui ont documenté ces questions-là, sans avoir été écoutés, et avec, dans cette ambiance-là, un discours d'un certain nombre de partis politiques disant il ne faut pas laisser les questions d'immigration comme le seul fonds de commerce des partis d'extrême droite, et il faut savoir y répondre. Et en y répondant, on parviendra à assécher ou à capter les voix du Rassemblement national. Alors, on peut se demander si c'est une réussite. Pardon, je suis ironique en le disant de cette façon-là, mais il suffit de regarder les petites barres du tableau de droite pour voir que, à défaut d'avoir asséché les voix du Rassemblement national, il les a fait progresser, puisque d'un score de 17,8% au second tour de Jean-Marie Le Pen, sa fille a fait un score de 33,9% en 2017 et de 41,5% en 2022. Dernier élément de cette présentation un peu anxiogène sans doute, mais c'est une réalité à laquelle il faut faire face et qu'on a constaté, que vous constatez et qu'on a constaté dans le monde militant.
Pendant tout ce temps-là, l'accumulation de ces lois s'est accompagnée bien évidemment de la précarité des migrants, avec des dysfonctionnements structurels qui font que le renouvellement des titres de séjour souvent sont très très longs quand ils parviennent et que certains se retrouvent plongés de ce fait dans l'irrégularité, dans des difficultés sociales, économiques, dans une impossibilité d'avoir accès au marché du travail ou alors avec la relégation dans l'économie informelle. Je vous ai mis sur la gauche, mais on ne va pas le parcourir, mais le rapport d'Amnesty International sur ces différentes questions. Évidemment, pendant toute cette veille, tous ces constats qui ont été dressés, les associations, les acteurs du domaine social se sont interrogés sur quelle autre voie aurait été possible, souhaitable, envisageable en termes de politique de l'accueil des migrants et des exilés en France. Dans une des associations dont je fais partie, on s'est interrogé sur la libre circulation avec d'abord des convictions. La première, c'est l'inanité et l'égoïsme des murs. Je pense que ce n'est pas nécessaire de commenter ce qu'il y a derrière. La conviction que l'exil est une réalité ancienne et un enjeu majeur pour l'avenir. Et puis, même s'il est toujours difficile et douloureux de quitter son pays, que finalement, peut-être le désir de bouger est inscrit dans la nature ontologique de l'homme. Et puis, une autre conviction que j'ai essayé de porter, c'est de m'interroger si cette opposition à la migration est vraiment une opposition à la migration ou pas plutôt un déni du nouveau visage de la France, un sentiment de repli, de nationalisme. Je pense que pour certains qui refusent l'immigration, ils refusent aussi de voir la France telle qu'elle est, avec du multiculturel, du multiconfessionnel, une France diverse, variée, et que probablement, ce n'est pas tant ou pas seulement ces phénomènes migratoires qui sont en France, mais l'acceptation d'un visage qui aurait changé. Dans mon cœur de militant, si je peux le dire comme ça, l'espérance d'un accueil large, sans angélisme, mais avec cœur est née. Je suis de l'époque de René Dumont, où il avait écrit un livre qui s'appelle L'utopie ou la mort. Peut-être on peut envisager que l'utopie advienne un jour. Alors, je vous ai mis juste quelques slides ensuite sur la notion de libre circulation, parce qu'on y a réfléchi comme un paradigme nouveau qui pourrait être peut-être mis en place. Il faut juste rappeler que la libre circulation, au départ, est un droit fondamental reconnu par le droit international, notamment porté dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, bien évidemment, les politiques nationales peuvent restreindre de manière significative cette liberté de mouvement, cette liberté de circulation, et ils ne s'empêchent pas de le faire, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque cette libre circulation peut faire l'objet de restrictions si elles sont prévues par la loi au titre soit de la sécurité nationale, soit de l'ordre public, soit de la santé ou de la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui. Il y a aussi un autre aspect qui est le droit des travailleurs migrants, avec une convention internationale qui stipule que les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres de quitter tout État, y compris leur État d'origine. De la même façon que pour la loi sur la libre circulation, il est toujours subordonné au fait qu'il y ait un respect d'un certain nombre de directives nationales. En tout cas, je ne dis pas que c'est une solution ou que ça pourrait être une voie, mais ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que nous aurons dans les économies occidentales un besoin, pardon, ça peut paraître utilitariste, mais on peut le poser aussi, un besoin qui sera croissant sur le plan économique, en vision de la pyramide des âges et de la réduction de la population active. En France, en 2025, c'est la première fois que globalement, la démographie fait qu'il y a eu plus de décès que de naissances. Et puis, une réflexion que je vous livre. Aujourd'hui, ces lois de fermeté, ces lois qui encadrent font que finalement, pour beaucoup, la seule chance d'obtenir un jour des papiers, c'est de rester, même si c'est dans l'illégalité,
un certain nombre d'années sur le territoire français pour pouvoir justifier d'une présence continue suffisante pour obtenir des papiers. On peut se demander si ça ne fiche pas les choses et si l'obtention d'une libre circulation ne permettrait pas des mouvements d'aller et de retour beaucoup plus fluides. Et puis, je pense aussi que c'est peut-être une façon d'éviter la précarisation terreau potentielle de dérive et d'affrontement. Voilà l'ensemble de ces convictions, mais je ne les ai pas marquées là, j'en ai 3 autres qui me semblent aujourd'hui de plus en plus importantes. La première, je vous le disais tout à l'heure, c'est de me demander si on parviendra à lutter contre les idées reçues et à changer les mentalités sur ces questions-là en faisant un débat de chiffres, d'analyse, de recherche. Ou si il ne convient pas plutôt de présenter, j'y reviens, je l'ai déjà dit, d'autres récits et d'autres imaginaires. Et je suis persuadé qu'au sein d'ISM, des autres récits et d'autres imaginaires, vous en avez beaucoup. Beaucoup pour dire que la migration, c'est souvent une chance pour le pays de départ, c'est souvent une chance pour le pays d'accueil, et ça peut être une chance pour celui qui est passé d'un pays à l'autre. Chance pour le pays d'accueil parce que souvent, c'est l'occasion aussi de recevoir du migrant des flux financiers qui permettent de monter un certain nombre de projets. C'est une chance souvent pour le pays d'accueil, une chance culturelle, une chance économique. Alors, sans angélisme, hein, l'altérité n'est pas forcément quelque chose de simple et l'interculturalité non plus à gérer, mais si on la gère bien, ça me semble être un facteur de richesse et évidemment pour le migrant lui-même. Ça, c'est ma première conviction, changer les récits, changer l'imaginaire. Ma seconde conviction, c'est que dans cet engagement, il ne faut jamais faire pour, mais il faut faire avec. Donc, je pense que ces voix, ces utopies, si on peut les appeler comme ça, elles sont apportées ensemble. Et puis, la troisième conviction profonde qui est la mienne, c'est que dans ces plaidoyers, dans ces actions militantes, dans ce désir de changer, aucune association, aucun groupe, aucun mouvement n'est en capacité de le faire seul. Donc, je suis convaincu, en l'occurrence, qu'il faut s'unir, travailler ensemble, monter des plaidoyers communs, proposer ces imaginaires et ces récits nouveaux collectivement. Alors, c'est pour ça que, à titre personnel, je suis engagé dans 2 associations de type militant. On a changé le nom de Réseau chrétien immigré, maintenant ça s'appelle Solidarité Exilée RCI, qui travaille à plusieurs choses, mais notamment à tout ce travail de veille juridique, politique, à ce travail de plaidoyer, de sensibilisation, mais aussi à des actions de solidarité avec des cours de FLE français que l'on tient. On fait une permanence juridique avec la CIMAD pour essayer de voir comment monter des dossiers pour parvenir à des régularisations. Puis on fait ce qu'on appelle les dîners du goût de l'autre, qui sont des repas partagés avec pour seule ambition de dialoguer ensemble. Je fais aussi partie de la Croisée des Chemins, qui est une association qui accompagne des jeunes femmes exilées, qui les accompagne sur le long terme jusqu'à la réussite dans leur étude, leur intégration et puis l'entrée dans la vie professionnelle. Et puis, je vous l'ai dit, depuis peu, ça fait 1 an, en tant qu'administrateur à ISM. Alors, ce n'est pas pour multiplier les engagements, mais c'est bien avec cette conviction qu'on a à faire ensemble et qu'il est important qu'on fasse ensemble et qu'on porte un certain nombre de choses ensemble. Et puis, bien évidemment, parce que le projet d'ISM voilà, a eu un écho particulièrement fort et que quand on m'a proposé de vous rejoindre modestement en tant qu'administrateur, je me suis dit, allons-y, on verra ce qu'on peut apporter ou offrir si tant est qu'on ait quelque chose à offrir et à apporter. Voilà.
Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Bon, j'ai suivi avec attention votre exposé. Vraiment, j'avoue que vraiment, ça a été un exposé plein de, plein de données scientifiques pour nous. Et puis, des nouvelles situations qui puissent nous permettre d'avoir une vision large sur l'immigration. Mais bon, je voudrais savoir, parce que vous avez donné des statistiques ici tout à l'heure, parce que les gens pensent qu'en France, bon, la France est le pays le plus accueillant par rapport aux autres pays membres de l'Union européenne, tels que l'Allemagne ou, bon, surtout entre l'Allemagne et la France. Allô? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Voilà, donc selon vos données, parce que vous êtes un peu plus spécialiste par rapport à nous, entre ces deux pays-là, quel est le pays qui reçoit le plus d'immigrants? Exception faite par rapport à la vague migratoire de 2015, là où l'Allemagne avait reçu plus d'1 million sous le gouvernement d'Angela Merkel. Objectivement, hein, c'est à travers, je vais essayer de les rechercher, mais c'est le chiffre, c'est le chiffre que je vous donnais. Okay. Je prends juste en 2024, parce que les autres chiffres que je vous ai communiqués étaient un peu plus anciens. Okay. Je vais prendre la tranche 15-64 ans. Les migrants représentent en France 14,3%, c'est 23,6% en Allemagne et 22,7% en Espagne. Donc, Okay. vous avez raison. On se souvient très bien que sous Angela Merkel, il y a eu, voilà, de sa part, une politique qui a fait qu'il y a eu un certain nombre de régularisations assez importantes de migrants Oui. pour des raisons très claires. Hein. Angela Merkel avait bien vu à l'époque la nécessité économique sur le plan de la population active d'avoir ce niveau d'intégration pour continuer à faire tourner la machine économique allemande. Je vais le dire aussi rapidement que ça. Pour Oui. ces chiffres-là, ceux que je vous donne, c'est 2024. Donc, ce n'est pas une situation particulière d'un moment T donné, mais c'est une réalité. C'est une réalité encore d'aujourd'hui. Alors, on sait très bien d'autre part que les voies de la migration, en règle générale, hein, elles passent par la Grèce, par l'Italie et par l'Espagne avant de toucher la France. Mais très objectivement, dans tous les chiffres dont on dispose de l'INSEE, la France n'a pas un niveau d'accueil de migrants supérieur, bien au contraire, par rapport à d'autres pays européens. Ok, d'accord. Merci pour cette clarification. Je vous en prie. Oui. Question de Eileen. Je ne sais pas si Eileen, vous voulez prendre la parole de vivo ou je lis sinon votre question. Donc Eileen qui j'aurai votre micro si jamais. Vous pouvez prendre la parole, sinon je lis votre question. Eileen qui est interprète en turc et qui dit qu'il y a de plus en plus de mineurs qui arrivent et donc elle demande si les restrictions concernent aussi cette tranche d'âge-là. Pardon, parce que du coup, je ne suis pas forcément un spécialiste concernant la partie des mineurs isolés. C'est peut-être, mais pardon, je préfère mettre des guillemets dans ce que je vais dire. C'est peut-être là qu'on a quelque chose qui est moins ferme qu'ailleurs. D'abord parce que papier ou pas papier, quand on est mineur, l'obligation d'être intégré dans des écoles pour continuer son parcours d'éducation fait partie des droits. Mais pardon, hein, je suis désolé de ne pas pouvoir être beaucoup plus précis parce que voilà, je préfère vous dire que je n'ai pas une vision particulière sur la partie des mineurs isolés, qui sont, c'est vrai, nombreux, hein, en l'occurrence, à arriver. Mais vous dire spécifiquement quelle législation particulière s'applique à eux, je n'ai pas les compétences pour être aussi précis. Alors, une autre question, alors assez large. C'est comment travailler sur la déconstruction des idées reçues sur l'immigration en France? Très, très large.
C'est un des grands, c'est vraiment une des grandes questions qu'on s'est posées dans une des associations qui s'appelle Solidarité Exilée RCI. Je vous l'ai dit, mon engagement, il est né de cette partie des occupations d'église. Et donc, pendant un premier temps, on a essayé de faire de la sensibilisation auprès des communautés chrétiennes qui avaient été touchées, entre guillemets, par ce phénomène. Et très souvent, pour le faire, on avait organisé des rencontres où un exilé parlait de son parcours. Et on s'était rendu compte, et c'est humain, et tant mieux, on peut s'en réjouir, que quand il y avait un rapport de personne à personne, ça changeait, ça déplaçait complètement les choses. Et je pense que de fait, quand il y a une rencontre d'humain à humain, on n'est plus dans des statistiques, on n'est plus dans des représentations, on est dans la réalité. Et ça, je crois que c'est extrêmement important parce qu'il y a autant d'histoires, autant de parcours, autant de vécus dans chaque homme qui migre, homme ou femme qui migre. Et donc, cette vision globale et statistique des choses qui amalgame passe à côté d'une réalité affective, humaine et fraternelle, et que c'est peut-être en incarnant ça, en présentant ces récits-là, qu'on peut faire bouger les choses. Néanmoins, parce que les choses sont toujours assez compliquées, on s'était rendu compte que quand cette rencontre entre personnes déplaçait les mentalités, c'était très difficile de passer à un niveau plus politique parce que le retour, c'est oui, bah lui, elle, c'est pas pareil, etc. Donc, déconstruire les idées reçues, c'est très, très complexe. Est-ce que c'est par cette voie-là qu'il faut passer? Sans doute, mais je pense de plus en plus que pas que. Je pense que c'est à travers des histoires humaines. En un temps, il y a une association qui s'était montée qui s'appelait Pas en notre nom, une association citoyenne Pas en notre nom, et qui voulait faire une cartographie de toutes les solidarités vécues en France, dans les différents villages, associations, etc., pour présenter aussi une image d'accueil, une image de fraternité, et pas qu'une image de fermeture, de murs, etc., mais qu'il y a des ponts, il y a des solidarités, il y a de l'humanisme, il y a de l'humanité. Et que peut-être présenter ça, c'est une autre façon d'aborder la question sous un angle positif. Et je pense que peut-être, vraiment, hein, je pense que peut-être c'est comme ça qu'on peut changer les mentalités. Et c'est aussi à travers ce que vous vivez, vous, dans les aventures humaines qui sont les vôtres, hein, dans le fait de les dire, de les diffuser, de les partager, de les témoigner, on peut peut-être faire bouger les choses. En tout cas, c'est une de mes espérances. Et une autre question, alors qui est plus haut, on ne la voit pas à l'écran, ça fait un peu le lien parce que là, on parle de la manière finalement de sensibiliser sur les réalités de l'immigration. Donc, il y a la partie statistique, on va dire, et plutôt la dimension humaine. Peut-être que les deux ne s'opposent pas. On a une question justement sur est-ce qu'il ne serait pas judicieux de communiquer plus de statistiques et des vraies statistiques, entre guillemets, pour en finir avec ces faux préjugés sur l'immigration. Comment on peut articuler justement cette dimension statistique et plutôt humaine sensibilisée sur l'immigration? Je pense malgré tout hein, qu'il faut continuer à dénoncer les fake news et les déconstruire. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, où la France accueille moins finalement que l'Allemagne et l'Italie, malheureusement, je pense que quand on est confronté à quelqu'un qui pense qu'il y en a trop, pardon de m'exprimer comme ça, on peut dire, mais oui, mais il y en a beaucoup moins qu'en Espagne. Hein. Il continuera à dire, il y en a trop. Donc je pense que oui, il faut essayer de rétablir la vérité, mais je pense qu'elle ne suffira pas, la vérité. Donc je pense qu'il faut trouver aussi d'autres façons ces autres façons de faire. Aujourd'hui, on pourrait dire quelque chose, par exemple. Au moment de la circulaire Retailleau, on est à un certain nombre d'associations à nous être dit, tiens, on va contacter les différentes organisations patronales. Ce qu'on a fait, notamment parce que moi, j'avais lu un article dans Les Échos où le patron du MEDEF avait dit, dans 20 ans, je crois que c'est dans 20 ans ou plus court que ça, il faudra 4 à 5 millions de migrants supplémentaires pour faire tourner la machine économique. Donc, alors, c'est très utilitariste, mais bon. Donc, on s'était dit, prenons-le au mot,
c'était juste au moment où Retailleau devait définir les métiers en tension. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette mécanique-là, mais dans la circulaire Retailleau, il est dit qu'on peut obtenir des papiers ou une régularisation quand on travaille sur des métiers en tension, voilà, sur lesquels voilà, on ne trouve pas. Donc, il y avait tout un débat à ce moment-là. Donc, on avait contacté le MEDEF et d'autres organisations patronales en disant comment vous allez jouer le jeu. Vous avez vous-même écrit qu'il y avait besoin de recours à la main-d'œuvre exilée pour faire tourner la machine économique. Qu'est-ce que vous allez défendre en métier en tension, en ouverture, etc. Et là, je dois vous avouer qu'on a reçu des lettres très polies en nous remerciant de leur avoir adressé un courrier. Mais n'ayant pas plus d'engagement que ça. Mais voilà, c'est aussi une réalité économique qu'il faudra prendre en considération. Je pense qu'elle voilà, elle peut jouer aussi. Elle peut jouer aussi à un moment donné. Et Samia, je vous laisse le micro si vous voulez intervenir directement suite à la question. Sinon, on déroulera les autres. Voilà, alors bonsoir déjà, monsieur. Merci beaucoup pour l'exposé. Bonsoir à toutes et tous. Je reste toujours. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Donc, oui. Donc, je reste toujours dans. C'est moi qui avais posé cette question sur la nécessité de mettre en exergue et de mettre en lumière les véritables chiffres, je dirais, parce que les statistiques jouent quand même un rôle, dans ce que j'appellerais moi la prise de conscience du fait que c'est pas vrai, l'immigré ne vient pas manger le pain du français. Donc, pour aller dans ce sens, je me dis, comme il y a des élections présidentielles qui arrivent, peut-être qu'il serait intéressant d'écrire, comme vous l'avez fait pour les patrons. Alors, je ne vais pas dire pour tous les candidats, parce que on sait très bien qu'il y a des candidats, c'est leur gagne-pain, ces idées-là. Donc, ils ne vont pas essayer de les remettre en cause. Mais les candidats qui voient, voilà, je vais être direct, les candidats de gauche, voilà, qu'ils puissent, parce que pendant la période en fait, des élections, il y aura quand même de la lumière sur ces candidats qu'on fait pas passer à la télé tout le temps. Et voilà, donc peut-être que consacrer, je ne sais pas, un moment de leurs interventions, leur demander ça pour vraiment un moment où ils doivent faire par exemple une intervention, de dire ces choses-là, parce que je pense que nous sommes quand même face à une machine qui broie tout, les masses médias qui sont à la solde de personnes qui se font de la migration leur fonds de commerce, en fait, de ce sujet. Et ça va, pour moi, après, je ne sais pas, moi, ça fait 20 ans que je suis en France et je m'inquiète, je vous le dis, de voir que le racisme est de plus en plus décomplexé. Et je pense que c'est un grand danger. Je pense que je ne suis pas la seule à le dire, mais il est important, en fait, de frapper les esprits, parce que souvent, il y a un film ou il y a un documentaire qui va parler de ça, mais après, on oublie ce film, en fait, on oublie les documentaires. Voilà. Merci beaucoup. Je partage complètement votre point de vue. Avec des associations, on avait fait ce que vous évoquez au moment des municipales. On avait écrit à l'ensemble des candidats sur Paris pour cerner quelles étaient leurs politiques et leurs intentions sur cette partie-là. Même si au niveau, évidemment, d'une municipalité, voilà, ils ne peuvent pas faire une loi spécifique à Paris sur la façon d'accueillir, etc. Mais néanmoins, on avait écrit à tous les candidats. Certains nous avaient répondu. Et de fait, je suis persuadé pendant ces élections qui s'approchent, qu'on peut redouter dans leurs résultats, qu'on a un rôle de plaidoyer, d'éveil des consciences extrêmement important sur ces questions-là, et qu'il faut qu'on joue nos rôles de citoyens, de militants, de salariés du domaine social. Et c'est pour ça que je vous disais que
je suis persuadé que sur ces plaidoyers-là, il faut qu'on se réunisse tous pour montrer aussi que si l'image qu'on en a, c'est d'une France plus raciste, moi j'ai aussi parfois l'image d'une France qui résiste à ces idées reçues, qui résiste à ce rejet, qui résiste à cette exclusion et qui a envie de construire un autre monde possible. Donc oui, à voir comment concrètement, mais si on est absent en tant que corps intermédiaire, si on est absent en tant qu'association de ce débat, si on n'est pas là pour interpeller, alors j'allais pas dire on sert à quoi, évidemment, mais oui, enfin, on se doit, pour moi, on se doit d'être présent, et je pense que on a d'autant plus la légitimité à être présent qu'on a que vous avez ce vécu et cette réalité-là. Je pense que j'espère qu'un homme politique, il peut écouter, vous écouter avec l'expérience qu'il est la vôtre, que vous faites à l'ISM, et il peut écouter aussi l'ensemble des militants parce qu'on a eu connaissance de terrain, parce qu'on sait ce qui se passe, voilà, parce qu'on n'est pas déconnecté de la réalité. Je ne sais pas si je réponds, hein, mais en tout cas, pour moi, clairement, oui, on doit jouer notre rôle de citoyen, de salarié d'association, de militant, oui. Merci. Merci pour votre. On a une autre question. Que pensez-vous du fait que le cahier des charges au sujet des migrants ait été modifié le 26 mai et que les frais de transport ou d'hôtel ne soient plus pris en charge, si jamais vous avez été là-dessus? À part en être profondément désolé. Alors déjà, le système était un peu kafkaïen, mais pour prétendre se faire rembourser un titre de transport quand on doit aller à l'OFPRA ou autre, désolé, oui, enfin, j'aimerais savoir d'ailleurs quel est le chiffrage global de l'économie que va faire l'État sur des modifications de cet ordre, mais je crains que ce soit encore très idéologique et symbolique pour montrer à quel point il y a une fermeté vis-à-vis de nos frères migrants, parce que la posture politique est malheureusement de plus en plus celle-là où il semblerait que certains pensent faire des voix en montrant une fermeté plus grande que le voisin du parti d'à côté. Je ne sais pas si je réponds en vous répondant comme ça, mais J'ai peut-être une question. Est-ce que vous avez des comparaisons peut-être, alors peut-être plus en Europe, comment on dit, en Occident, sur le climat un peu politique et médiatique sur l'immigration? Est-ce qu'il y en a qui font un peu exception et qui ont des... Voilà. ça va sembler relativement curieux, mais sur la dernière année, il y a 2 pays qui ont fait des régularisations nombreuses. C'est l'Italie de Meloni et l'Espagne. Alors sans doute pas pour les mêmes raisons. Parce que par ailleurs, sur les lois italiennes, le traitement des migrants, etc., voilà, il y aurait énormément à dire, mais de fait, Mélanie d'extrême droite s'est heurtée à une réalité économique. Il y a même eu en Italie à un moment des manifestants en disant ne nous retirez pas nos aidants, entre guillemets, les personnes qui s'occupent de nous, etc. Et donc, de fait, il y a eu une régularisation de sans-papiers assez importante dans l'Italie de Meloni. Et puis, on en a parlé en Espagne. Pour autant, vous regardez les chiffres de la croissance économique de l'Espagne, elle est plutôt supérieure à celle d'autres pays européens. Donc, ce n'est pas dramatique sur le plan économique de procéder à la politique qui est la sienne. Donc moi, c'est les deux exemples que je vois un peu en Europe. Ce que je sais aussi, dans une association, on avait fait venir une spécialiste de la façon dont la migration est traitée au Canada. Alors eux, si vous tapez immigré au Canada, vous avez les filières de tout ce qu'il faut faire pour espérer pouvoir, c'est très documenté, hein, c'est procéduré étape par étape,
c'est vraiment l'immigration choisie, hein, on peut la dire comme ça, où ils déterminent État par État au Canada de qui ils ont besoin, de quel niveau de formation et de quelle nationalité. Et à l'occasion de cette présentation-là, ça m'avait un peu troublé, je n'ai pas creusé, mais je trouve que ce serait un élément à creuser, qui disait qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à faire leur marché de l'exil. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pays qui ont réfléchi à voilà, quel va être notre modèle économique demain, quelles vont être les compétences dont on aura besoin d'ici 5-10 ans, est-ce qu'on les a en interne dans le pays, et sinon, où on peut les trouver, et qui commencent à se positionner sur le marché de l'exil en disant, si demain on a besoin, je vais dire vraiment n'importe quoi, hein, mais d'informaticiens prêts à développer de l'IA sur tel secteur, où se situent les meilleurs ingénieurs aujourd'hui. Alors là, ça doit être la Silicon Valley dans l'exemple que j'ai pris, mais peu importe. Et se disant, tiens, dans tel pays, c'est là où il y a la source première, il faut qu'on aille travailler pour les récupérer. Et alors, je vous ai dit, hein, c'est une vision très, très économique, utilisatrice des choses, mais ça existe. Ce marché international existe. La France semble totalement absente de cette thématique. Je ne sais pas si on peut l'encourager et la trouver souhaitable, mais en tout cas, c'est pour vous dire, dans l'état des lieux, que les politiques sont assez différentes. Par contre, ce qui est clair avec la dernière loi qui est votée au niveau du Parlement européen, c'est que les partis de droite et d'extrême droite ont remporté la main, entre guillemets, sur une politique de très grande fermeté. Bah, si vous avez plus de questions, moi je voudrais juste vous remercier d'avoir assisté à ce moment-là. Voilà, je suis particulièrement heureux en tant qu'administrateur d'avoir rejoint ISM. Je vous l'ai déjà dit, hein, je suis persuadé qu'à travers ce que vous vivez dans votre vie professionnelle, vous avez des récits, vous avez des messages, vous avez toute matière à participer à ces plaidoyers, parce que voilà, je suis persuadé aussi que peut-être de façon assez simple, hein, témoigner auprès de nos proches, nos familles, nos voisins, de ce qui est vécu concrètement sur le terrain, de ses réussites. Ben voilà, c'est peut-être comme ça aussi, hein, on peut faire changer, faire évoluer. En tout cas, qu'on est potentiellement dépositaire de récits, voilà, qu'il ne faut pas garder pour soi, parce que c'est à travers eux, j'en suis de plus en plus persuadé, qu'on peut faire peut-être, sans doute, bouger les lignes. Grâce aux interprètes notamment qui sont tous les jours Voilà. en contact, aux écrivains publics aussi également, qui sont tous les jours au contact de ces réalités et qui sont des témoins de ces réalités aussi au quotidien. Donc, merci à vous tous, parce que ça encourage. Merci et bon Dernière courage. chance pour peut-être une question dans personne. Je pense qu'on peut arrêter là. Ben, merci à toutes et à tous. On vous enverra. Il y a une prochaine conférence qui aura lieu, il me semble, le 2 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous aurez toutes les informations, comme d'habitude, par mail. Et puis, au plaisir de vous retrouver à la prochaine conférence. Merci beaucoup à tous et toutes, et bonne soirée. Merci beaucoup.